Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette quatrième rencontre du Festival du livre audio en ligne organisée en partenariat avec l'Institut français. Nous accueillons ce soir Jacques Bonafé pour sa lecture de Chien 51 de Laurent Godet. Cette rencontre est modérée par Christophe Rioux, donc journaliste pour Lire Magazine littéraire. Et puis, pour rappel, ce livre fait partie de la sélection du prix du livre audio francophone. Et vous êtes invités à voter jusqu'à cette fin de semaine. Et je laisse tout de suite la parole à Christophe et à Jacques. Merci Cécile, bonjour à toutes et à tous. Alors pour cette nouvelle rencontre du Festival du livre audio en ligne, je suis ravi d'accueillir Jacques Bonafé pour parler du livre audio Chien 51 de Laurent Godet, qui vient d'ailleurs de recevoir le prix Lire dans le Noir France Culture dans la catégorie fiction lors du Festival du livre de Paris. C'est tout récent. Bonjour Jacques et bravo. Merci. Et avant d'évoquer ce livre audio édité chez Actes Sud, Oui. nous allons notamment parler de votre rapport à la voix, à l'audio, à la poésie, mais également revenir sur votre parcours, car il éclaire votre interprétation et explique peut-être ce prix que vous venez de recevoir. Jacques, vous êtes originaire du Nord, vous faites vos armes au Conservatoire de Lille avant de monter sur les planches, notamment pour les bas-fonds de Gorky ou dans Britannicus. Au cinéma, vous êtes révélé en 1984 dans Prénom Carmen de Jean-Luc Godard. Et depuis votre premier film, Anthracite d'Édouard Niermans, vous êtes resté fidèle au cinéma d'auteur. Vous avez notamment travaillé avec Philippe Garrel, Elle a passé tant d'heures sous les Sunlight, Jean-Charles Taquiella, Escalier C, Jacques Doyon, La tentation d'Isabelle, Jacques Rivette, Va savoir, et René Ferret, Baptême, Tchekhov, mais aussi avec Agnès B, Alain Corneau, Olivier Ducastel, Jacques Martineau et Philippe Ramos. En 2004, vous alliez votre passion pour le théâtre et le cinéma à travers la libre adaptation de la pièce de Feydeau, Un fil à la patte, où vous côtoyez Emmanuel Béard, Charles Berling et Dominique Blanc la même année. Vous participez au premier film en tant que réalisatrice de Yolande Moreau, Quand la mer monte, récompensée par 2 Césars. Et en 2005, vous faites une incursion dans l'univers angoissant de Dominique Moll avec Lemming. Après les drames La tourneuse de page en 2006 et Les amitiés maléfiques, vous jouez l'un des prétendants d'Elsa Zilberstein dans La fabrique des sentiments. En 2007, vous êtes dans l'équipage du capitaine Achab, librement inspiré par le roman d'Herman Melville, Moby Dick, après avoir retrouvé Rivette pour son 36 vues du Pic Saint-Loup en 2009. Vous décrochez un Molière pour la pièce L'Oral et Hardy la même année. On se souvient de vous en évêque dans Ainsi soit-il, magnifique série pour Arte, en Jean Genet pour Martin Provost dans Violette, avec Agnès B, réalisatrice de Je m'appelle en cycliste désespéré pour Rêve de jeunesse de Alain Raouz, jusqu'à En fanfare en 2023, tourné par Emmanuel Courcol. Parallèlement, vous poursuivez une riche carrière au théâtre et vous vous consacrez à des lectures publiques de poèmes et d'auteurs récents. Cette activité théâtrale a démarré avec La Salamandre et Gildas Bourdet, après vos années de formation et les temps amateurs, et se présente comme un parcours continu assez éclectique. Il commence avec Christian Rist, Alain Françon, Schiaretti, Jean-Pierre Vincent, Nathalie Richard, Engel, Joël Joanneau, Didier Bezas, Sandrine Anglade, Abès Zamani, Podalides, Véronique Bellegarde, et passe ces derniers temps par Thiago Rodriguez, Mohamed El Khatib, Sobel, Jean-Michel Ribes, Jacques Vincet, Thierry Poquet, Franck Hoffman, mais aussi avec vos propres réalisations, spectacles de langue dialectale et de poésie, pièces originales parmi lesquelles Cafouniette et le défilé, 54 x 13, Jacques tout Jacques, L'Oral et Hardy, Chasser le naturel, Les vieilles carrettes et de nombreuses lectures, concerts destinés à la poésie. Pendant 4 ans et jusqu'en 2019, vous avez également produit une émission quotidienne de poésie devenue une référence sur France Culture. Et dans votre parcours, je n'ai pas évoqué le livre audio. Alors, quand le livre audio est-il arrivé dans votre parcours? Mais j'ai eu la chance d'en faire assez jeune, assez tôt. Ça devait être, j'avais 25 ans ou quelque chose comme ça, peut-être. Les premiers que je me souviens avoir enregistrés en tant que roman complet, à côté d'expériences à la maison de la radio, ça arrive à pas mal de jeunes comédiens. Les premiers que j'ai enregistrés, c'était un joueur de Dostoïevski et qui était assez passionnant à jouer parce que c'est un roman, mais malgré tout, on peut jouer les personnages.
et puis des romans de Giono que j'ai beaucoup aimés, qui me reviennent encore en compliment, si j'ose dire, en tout cas en commentaire. Il y a alors que ça fait très très longtemps, mais il y a des gens qui me font signe en disant « j'ai bien aimé Un de Beaumugne ». Un de Beaumugne et Colline, qui est un roman essentiel de Jean Giono. Voilà, ça c'est parmi les premiers que j'ai enregistrés. Puis après, j'ai souvent travaillé avec, été invité à participer à des enregistrements de Gallimard, la collection Écoutez lire. Et donc, c'est ce qui a un petit peu initié votre relation au livre audio. Alors, par rapport à tout ce qu'on a évoqué, et notamment votre parcours théâtral, le monde du cinéma, toutes ces formes de rapport aussi à la scène avec les lectures, la lecture de poésie, le côté spectacle vivant, vous le situeriez où, le livre audio? Est-ce qu'il s'inscrit dans une logique de cercle concentrique, où finalement il a une place intermédiaire, il se distingue et en même temps il emprunte à chacun de ces formats? Comment vous le situez? Non, un peu à part, pas lié tout à fait au, au reste. C'est d'abord un attachement comme personnel ou intime en me disant que le livre m'avait beaucoup apporté, avait apporté beaucoup d'émancipation, si j'ose dire, pas le livre directement, mais l'opération qu'on fait d'essayer de comprendre tous ces livres qu'on a lus et ce qui en reste, etc. Bon, et bon, je pense qu'en France, plus particulièrement, on a un rapport assez complet au livre, et c'est pour ça que j'aime bien, oh, excusez-moi, ces petites... faudrait que je coupe le... et voilà, donc je le pense un peu séparé du reste. Au point de vue du plaisir, ça recoupe les plaisirs qu'on a en scène, c'est vrai. D'ailleurs, dans les deux sens, comment on dit, parfois, cache ta joie ou retiens ton plaisir, en quelque sorte, c'est... il arrive que dans le temps de l'enregistrement, il ne faut pas trop se faire plaisir. Mais le travail en lui-même est une forme de réalisation, d'épanouissement qui est formidable. Tout le travail d'enregistrer tout un roman, par exemple. Ouais. Vous ne le vivez pas comme une contrainte. Moi, je me souviens de comédiens ou de comédiennes qui me disaient que le temps d'enregistrement en studio, dans des espaces souvent assez contraints, justement, et assez fermés, était parfois une forme d'épreuve, que c'était quelque chose de physique aussi, un engagement physique relativement fort, très différent de la scène. Oui, il faut le raconter ça parce qu'il y a... l'enregistrement des livres est passé par toutes sortes de micro-aventures comme ça. On peut parfois se retrouver dans des studios prestigieux où habituellement on fait de la post-synchronisation ou du travail pour le cinéma, et puis d'autres fois dans des espèces de caves, de sous-sol. Ça m'est arrivé plusieurs fois, même quelquefois séparé du studio même, tout seul dans une petite cellule et relié juste par une caméra, par un témoin comme ça. Alors effectivement, il y a un effet claustrophobique un peu énorme. J'ai enregistré comme ça valait le coup. J'étais obligé de me raconter des tas d'histoires, de forcer mon euphorie, si j'ose dire. J'ai enregistré Rabelais, Gargantua, voilà. Et oui, c'est un sentiment vraiment très, très étrange que d'être tout seul, enfermé dans une sorte de véhicule, quoi, de bathyscaphe, de lieu. Parce que, par définition, les studios, ils sont mat. Il y a même parfois un temps d'habitude qui est assez long, qui est parfois un peu paralysant. J'aime bien parler tout seul quand je suis dans ma salle de bain parce qu'elle résonne bien, elle résonne. Mais tout seul dans une salle mate, il y a de quoi devenir dingue. Hein, c'est un bon vieux procédé pour s'en prendre aux détenus quelquefois. Cette ambiance terrible du silence. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On enregistre souvent avec un casque pour
non pas parce qu'on aime s'écouter et qu'on s'adore, mais c'est pour casser un peu cette espèce de silence paralysant, on peut dire paralysant, vous savez, c'est ce qu'on appelle je vais le dire avec humour, hein, une torture sensorielle. Oui. Vous parlez, vous avez l'impression que ça tombe dans le vide. Donc, il faut des petites ruses pour réussir à combattre la solitude du studio. Voilà. Complètement. Et il ne faut pas oublier, vous le citiez, une partie de la torture a parfois utilisé cette dimension du sonore. On l'a vu dans un certain nombre de cas Oui. et que clairement, ces lieux peuvent être anxiogènes. Alors, il y a d'autres lieux qui sont aussi assez particuliers, mais qui ont alors, un rapport différent, c'est la radio, puisque vous avez aussi l'expérience de la radio. Alors, c'est différent de l'enregistrement du livre audio. Il y a quand même quelque chose de proche, de commun et de différent. Alors, là encore, la poésie à la radio, puisque vous avez, je l'ai évoqué, eu cette émission jusqu'en 2019 sur France Culture. Qu'est-ce que ça fait précisément à l'oralité, à la voix, d'enregistrer à la radio ou de passer en direct, parce que les différentes possibilités existent avec la radio. La radio, c'est un lieu très particulier où la qualité sonore, la qualité technique, la qualité d'enregistrement dépasse un petit peu tous les standards. Voilà. Et avec la radio rentre aussi la mémoire d'avoir entendu des choses. C'est là, tout autour de nous, des choses extraordinaires enregistrées par la radio. Quand on est jeune comédien, qu'on peut participer à des fictions, des dramatiques enregistrées, des pièces préparées pour la radio, on passe un petit moment de frisson et de fierté convenable, parce qu'on se dit c'est vraiment, ça fait vraiment partie de mon métier. On est très très heureux il faut se représenter la radio. Alors là, avec ces studios où on pouvait accueillir une troupe entière quelquefois, beaucoup d'espace, plusieurs techniciens qui travaillent dans ce grand espace, là où une vitre, on est dans un aéroport carrément, là où une régie vitrée avec plusieurs têtes presque petites qui vous regardent tellement elles sont éloignées, beaucoup de place. Ça, c'est dans les moments de fiction. Et puis, quand on enregistre pour la poésie, on est maintenant dans des studios plus restreints, où il faut peut-être le plus important, c'est dans le temps du studio, réussir à projeter cet auditeur qui est là, le concrétiser. Des fois, je ramenais des objets particuliers pour leur parler, comme certains ramèneraient des fétiches, on peut dire ça. Je profitais de mon sac, j'avais un truc pour avoir un vis-à-vis. Bien sûr, je pouvais trouver le vis-à-vis dans le studio, la cabine d'enregistrement qui était en face de moi, mais non, j'avais besoin de parler à quelqu'un directement. C'était d'abord pour l'invitation, pour essayer, mais aussi pour toutes les formes d'approche que la voix peut avoir, y compris l'agressivité. Voilà, c'est ce que me permettait ce champ libre de 3 minutes, oui. D'essayer plusieurs tons, d'essayer plusieurs interprétations, mais de jouer avec la voix. J'en étais assez heureux, je vais dire sans trop m'aventurer, qu'il fallait surprendre au milieu d'un programme de l'après-midi, ou en tout cas, je m'étais donné cette mission-là, surprendre et s'opposer peut-être à un ton extrêmement aimable qui a pris place, moins critique qu'il ne l'était autrefois, peut-être moins individuel, moins singulier, qui est un ton d'invitation, un ton de douceur qui parcourt toute la chaîne, pour la plupart des personnes qui y interviennent, avec chacune leurs caractéristiques, mais tous une voix feutrée. Et moi, vous m'entendez à l'heure présente, je ne peux pas m'empêcher, mon côté capitaine Haddock, je me sens toujours au bord du bastingage, quoi.
Et donc, face à ce studio, la réalisatrice m'accordait cette possibilité des excès qui sont pas tous gardés au montage, mais qui me préparaient à quelque chose. Ouais. Il faut être, souvent je me dis ça, hors de soi, y compris dans les moments redevenus doux, intimes, prudents, mais hors de soi. Voilà, c'est ça qui joue, qui fait que la voix devient un détecteur de phrases, d'écriture, un détecteur d'écriture. Oui. Et vous parlez de ces objets, justement. Alors, à quel type d'objet vous êtes-vous adressé ou à quel type d'objet avez-vous peut-être un peu malmené? Je ne sais pas, parce que effectivement, dans les moments où l'agressivité était là. Malmené uniquement vocalement, comme quelqu'un à qui on dit « T'as fini de me regarder comme ça, toi, qu'est-ce que tu veux ?» À la fin des phrases, on dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Voilà. Et il me suffisait de prendre ma casquette, de la rouler en boule et de mettre des lunettes dessus. Et j'avais l'interlocuteur. C'était plutôt de ce style-là, où de temps en temps, je dessinais quelque chose d'informe qui devait ressembler à cet interlocuteur. Et je le scotchais en face de moi, ou peut-être il y avait 2, 3 autour, comme ça, qui me permettaient d'échanger avec eux. Ce n'était pas gentil pour l'équipe. Hein. L'équipe, c'est Manouchak Fajaï et puis le technicien. Il y a des techniciens formidables. Et ils ont raison de défendre, comme ils le font à la Maison de la Radio, leur statut, leur qualité, leur exigence aussi. Voilà, on sent qu'ils restent à un enregistrement sans compter leur temps pour que on aboutisse à quelque chose de vraiment particulier, quoi. Voilà. Ça, c'est la radio. Ouais, c'est la radio. Ouais. Il suffit de dire la radio, c'est déjà un peu magique. On se dit, ça fait un peu rêver. Oui. Et c'est entouré, peut-être aujourd'hui, du coup, ça, ces sons avec la nostalgie. Il y a des voix magnifiques qu'on a entendues à la radio, et puis des moments de littérature, que ce soit dans les entretiens avec des auteurs ou dans des textes lus. Je me souviens de Maria Casares en pleine nuit qui disait Phèdre. Hein, elle ne le jouait pas. Elle le disait puisqu'on était à la radio. C'était incroyablement, ou des auteurs incroyablement magnifiques, des auteurs qui se lisent. C'est toujours utile pour nous un jour entendre Ponge lire sa phrase. C'est des nuits comme ça extraordinaires à la radio. Et aujourd'hui, le podcast, c'est-à-dire aussi cette possibilité qu'on a d'y retourner un peu à volonté. Oui. Ben, on a presque fait le tour de toute l'oralité et de tous les formats, à la fois d'enregistrement de la voix. Alors, il y a peut-être effectivement aussi le cas de la poésie que vous lisez sur scène. Là aussi, vous avez des trucs quand vous lisez de la poésie sur scène par rapport au public. Alors, il n'y a peut-être pas ces personnages qui sont à portée de main, mais c'est différent. Et ça ne me choque pas de dire oui, des trucs. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que transmettre. Au départ, on se dit souvent, parce qu'on a eu des très bons professeurs dans les écoles d'art dramatique, on se dit, je ne suis qu'un passeur. On est extrêmement humble et on s'évertue à ne pas avoir d'effets, ne pas avoir de trucs et pouvoir lire avec beaucoup de recul, ne pas trop appuyer sur certains mots, ne pas trop faire d'effets déplacés, etc. Bon, eh bien, ça correspond à certains. Moi, j'ai effectivement parfois des détours, des usages. Peut-être que j'ai été marqué par ce plaisir ou cette revendication plutôt que j'ai de faire entendre le dialectal. C'est-à-dire, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi la même langue s'exprime avec des accents si différents. Et ça concerne aussi mon métier d'acteur. Par exemple, pendant 2 minutes, je vais vous parler avec une légère teinte d'un accent francophone et ça changera même ce que je vais vous raconter. Votre écoute va changer, il y a quelque chose de différent. Là, je n'appuie pas plus que ça,
Mais me dis, c'est une chose dont je peux faire usage. Comme parfois aussi, j'adore pouvoir me servir du souvenir de mon amie, la princesse indienne, Chandrika, qui est née à Londres et dont la distinction, lorsqu'elle parle, est une leçon d'articulation pour nous tous. Et donc, ne serait-ce que dans les échauffements, j'aime bien passer par ces différents trucs. Voilà. Alors, on parlait de la poésie. Il ne faut pas de truc pour dire la poésie. Le vrai truc, c'est d'avoir compris ou d'avoir quelque chose à dire qui ne soit pas que du beau, que de l'ornementation ou qu'un léger soupir ou qu'une posture. Non. Il faut l'avoir compris. Pour comprendre, il faut reprendre. Le poème s'éclaircit à voix haute. Souvent, tout d'un coup, il y a quelque chose de... Alors, il faut préparer son coup, éventuellement. Si on n'est pas de la dernière pluie, qu'on a déjà lu le poème la semaine d'avant, et puis la veille, et puis il commence à se passer des choses étranges. Comment dire, sa muraille, sa structure, sa coque de protection s'est libérée, et on trouve des choses dans le poème. On se dit, tiens, je pourrais explorer ça. J'aime bien changer. Je ne suis pas très stable sur mes points de vue. Ça n'est pas qu'une qualité. Mais quand j'ai trouvé un truc, j'aime bien en chercher un autre. Quand je dis, si je dis, je m'en allais, les poings dans mes poches crevées, mon paletot aussi devenait idéal, ou mon paletot aussi devenait idéal, peu importe pour l'instant. Tout d'un coup, l'ayant bien dit, je me reprends et je me dis, mais, et si je le disais mal? Parce que quand Rimbaud dit cela, il est en colère. C'est une manière à lui d'écrire à sa mère et prends ça dans la gueule. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevés, mon paletot aussi devenait idéal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé, pauvre conne. C'est presque ça, dans une adresse sous-entendue. Vengeance du fugueur. Ça, tu comprendras jamais la misère que je me suis accordé, les bonheurs qu'il y avait avec. Voilà, il n'avait rien dans le ventre, rien mangé, mais il était le plus heureux des hommes. Et puis surtout, il l'adresse comme une provocation à sa mère. Bon, ça pourrait être ce ton-là, ou en tout cas, il y a des choses de Rimbaud qui nous attestent qu'il avait aussi une gouaille vengeresse, quoi, terrible. Alors, ça c'est. Je voudrais parler d'un truc, effectivement, qui est. J'ai l'impression qu'il y a une épreuve du théâtre qui est celle de la sincérité. À un moment, il faut arrêter de jouer. On y passe tous en répétition. On dit, mais j'ai trouvé le personnage, là, je me fais des tas de trouvailles, des tas de choses originales. Mais si j'arrêtais de chercher dans ce sens, si j'arrêtais de jouer un peu, comme on reprend les choses, on répète forcément plusieurs jours, il y a cette vérité qui est nécessaire au théâtre. La poésie est un défi différent. J'ai l'impression qu'elle doit écrire, elle doit parler-écrire, comme dit Alain Borère, le parler-écrire, c'est-à-dire qu'elle écrit, elle dit sa langue, la poésie. On ne peut pas la jouer avec la même sincérité qu'un dialogue. Attention, attention, c'est très restreint. Elle n'a pas été prévue pour ça. Quelles que soient les belles illusions que peuvent nous laisser quelques poèmes de Prévert, par exemple, et quelques beaux poèmes de Prévert, la poésie, c'est rarement le dialogue d'un film. Il faut faire entendre sa forme en même temps qu'on la dit. Il faut jouer presque de sa monotonie pour faire entendre qu'elle est là, écrite, posée sur une ligne, puis une autre. Faire entendre ses interruptions qui ne sont pas naturelles, faire entendre le dessin qu'elle forme sur la page. Ça, c'est le truc. C'est le truc de dire du poème, c'est aller chercher dans ces directions-là qui ne sont pas celles du théâtre, qui ne sont pas celles de la sincérité. Oui.
Et puis, il y a le livre audio. Alors, et on en a un en exemple, et quel bel exemple, puisqu'il vient d'être couronné par un prix, ce fameux Chien 51. Alors, qui pose question, parce que vous le savez, ça a d'ailleurs été même le titre d'une émission sur France Culture, Mauvais genre. On a en France une obsession pour le genre, pour les genres, en expliquant que, voilà, on a des compartiments, la science-fiction, l'anticipation, le polar, le thriller. Et en fait, Laurent Godet nous a un peu dynamité tout ça, parce que c'est vrai que Chien 51 tient de l'anticipation, à quelque chose de l'ordre du thriller, du polar, mais pas tout à fait, revendique une vraie dimension littéraire qui est celle de quelqu'un qui, en 2004, a eu le prix Goncourt avec Le Soleil d'Escorta. Comment le définir? Est-ce qu'on a affaire à un polar dystopique? Est-ce que cette définition pourrait correspondre à ce que Laurent Godet a tenté de mettre en place? Comment vous, en appréhendant cette lecture, en entrant en elle, vous l'avez accompagné, ce livre? Polar dystopie, c'est une bonne définition si elle se laisse envahir par d'autres définitions aussi, peut-être effectivement. Il y a d'autres genres qui le traversent, un genre tragique, effectivement, qui est peut-être lié au sujet, puisque la Grèce est au centre de cette histoire. Je devrais dire avec modestie que j'ai commencé à parler avec Hélène, la réalisatrice, au cours des prix. Je dis qu'est-ce qu'on fait, comment on va faire. Enfin, effectivement, il fallait éviter le ton de l'inspecteur. L'inspecteur, je le ferai mal. Alors, au bout du rouleau, l'inspecteur fatigué, usé, à bout de voix, presque épuisé, etc. Parce qu'on commence avec lui qui est arrivé au dégoût de tout, qui a du mal à se relancer dans une nouvelle enquête, en quelque sorte. Ouais. C'est le côté polar. Bon, ben alors, mais j'ai rien. On est là en direct. Et cette comment dire, ce mécano un peu compliqué, parce qu'il y a effectivement la possibilité de quitter un genre. Il faut attendre quelques pages avant de trouver ce qu'on veut faire. Je crois que j'ai pu me reporter sur la réalisatrice et chercher avec elle, moi-même en ayant un peu peur de ce dans quoi je m'engageais, oui. Oui, il faut peut-être rappeler d'ailleurs que tout commence en Grèce, vous l'avez dit, hein, puisque la Grèce est à vendre et elle est rachetée par un consortium. Et vous avez ce personnage, Zem, Sparak, qui, oui, vous l'avez dit, qui est usé, qui est fatigué, un peu désabusé aussi. Et ce qui est très frappant, je trouve, dans à la fois la version audio, c'est qu'on perçoit, par rapport au livre, avec une lecture intériorisée, on perçoit très vite la vitesse dans laquelle on entre dans l'histoire. Ça commence tout de suite, en fait. On est jeté dans l'action. Alors, est-ce que ça a été compliqué de démarrer comme ça, quasiment sans préambule? Parce que d'habitude, souvent, dans un certain nombre de romans, on a une phase d'installation, les choses se montent en puissance, on peut avoir un crescendo. Là, pas du tout. Là, on entre directement dans cette histoire. La Grèce est à vendre. Il y a cette fuite et ce personnage avec lequel on est immédiatement. Donc, est-ce que cette mécanique qui est aussi quelque part celle du suspense, ce rythme-là, c'était compliqué à jouer, à interpréter? Au début, oui, c'est vrai, cette prise directe, comme ça, rentrer d'emblée dans le, c'était pas sans risque, dans le récit ou dans l'ambiance. Et puis, peut-être qu'il faut rester le lecteur même, c'est-à-dire ne pas se prendre pour le personnage, enfin, ne pas se prendre tout à fait pour l'action. Il faut être le lecteur même en train de découvrir les pages les unes après les autres, de s'éclaircir sur ce qui se passe bon sang autour à plusieurs étages. C'est peut-être un roman de géographie d'une certaine manière, enfin, c'est-à-dire que les espaces successifs
demandent à être parcourus pour que le récit s'organise. C'est lié probablement à cette chose qui vient de très loin, peut-être de chez Dante, différents cercles, en tout cas différentes zones, Oui. dont un secteur très privilégié auquel très peu d'humains accèdent. Il y a aussi là-dedans, pour passer d'un cercle à l'autre, d'une zone à l'autre, il y a le pouvoir de la chance, puisqu'il y a des jeux qui sont organisés, qui choisissent quelques rares citoyens, je ne sais pas si on les appelle encore des citoyens, pour avoir le droit à des soins, à des, des services dans la zone supérieure. Voilà. Et ça, les vainqueurs, on affiche leur visage sur des grands écrans, c'est des soirs de liesse ou des soirs de fêtes télévisées en quelque sorte. Il y a un étage auquel commence le récit qui est celui de la relégation, presque, où les individus, on sent que c'est là qu'ils sont le plus nombreux, et que dans cet univers où on peut racheter des pays, mais comme aujourd'hui les entreprises, les acheter parfois pour de l'argent qu'on n'a même pas, pour les revendre ou pour en faire, ou parfois pour accélérer leur faillite et les faire disparaître. Il est question de ça aussi dans certaines régions de cet achat, de cette, quand la société Coltex achète la Grèce, il y a aussi des régions qu'elle délaisse. Voilà, de la même manière qu'on on revend des entreprises aujourd'hui. Bon, c'est glaçant. Alors, on se déplace dans ces univers-là assez bien. Assez bien. C'est ce à quoi a dû jouer l'auteur à la fois avec le plus de discernement et peut-être une espèce de raffinement, de nous orienter sans avoir à décrire chaque fois. On comprend petit à petit, en assemblant différentes images, différentes réactions aussi, dans quel endroit on est. On se déplace géographiquement et peut-être un petit peu émotionnellement, c'est-à-dire oui. Oui, et dans un espace, vous l'avez un peu sous-entendu aussi, qui n'est pas daté, avec des noms qui sont d'ailleurs très, très particuliers aussi. On est immergé vraiment dans cet univers. Et vous avez parlé des zones, il y a un côté à la fois Blade Runner, un côté pluie acide. Il y a même d'ailleurs dans une des zones, il y a même un dôme climatique pour les privilégiés qui peuvent éviter certaines déconvenues, et il y a un côté stalker aussi, il y a un côté assez particulier. Mais en même temps, ce qui trouble, c'est que on évoquait, faute de mieux, la dimension de dystopie ou de polar dystopique, si l'on veut, au début, mais en réalité, tout ça ressemble déjà au monde tel qu'il est, c'est-à-dire que finalement, ce demain que nous présente Laurent Godet, qu'il avait déjà un peu présenté avec une pièce créée à Avignon qui déjà allait un peu vers l'anticipation de manière un peu plus légère. Mais là, on entre dans cet univers-là et finalement, un monde découpé en zones, ça existe déjà aujourd'hui. C'est ce que les anglo-saxons appellent les gated communities, où vous avez des mondes séparés et des zones avec des condominiums, par exemple, dans certains pays. Alors, est-ce que ce cauchemar est devenu réel? Là, tout d'un coup, ça va très très vite. Ce qu'on lit là, ce futur, fait déjà partie de notre présent. C'est du futur qui a cessé d'être et qui est, en tant que futur et qui effectivement se trahit dans notre environnement. Oui, ces zones délaissées, les déserts régionaux depuis quelques années qu'on dénonce et contre lesquels on n'arrive pas à trouver de remède. Hein. Donc là, c'est quant aux services publics qui sont complètement en panne dans certaines zones. Il suffit de penser aux hôpitaux, aux maternités, à ces lieux abandonnés ou qui ont tout d'un coup qui sont confrontés à des
un sentiment d'être placé au mauvais endroit, d'être à l'étage du dessous et que ce n'est pas parti pour s'arranger. Il n'y a pas de remède possible dans la société des marchandises. Ils valent beaucoup moins, ils n'arrivent pas à remonter, à changer de statut pour beaucoup d'entre eux. Voilà. Oui, il faut préciser, pardon. Oui, oui, je vous écoute. Non, il faut préciser, mais je vais dans votre sens, que dans ce monde-là, avec cette logique de consortium, les citoyens deviennent des salariés, mot valise, entre citoyens salariés, et donc on voit effectivement cette évolution se dessiner. Oui, c'est vrai que ce n'est pas nous, aujourd'hui, où tout d'un coup, ça nous révèle ce que nous sommes un peu, sans le savoir. En particulier, il prend acte du fait que le fait d'être citoyen est déjà un boulot en soi, ou comme on l'a dit, soit le fait d'être consommateur, c'est du boulot. Il y a des consommateurs qui demandent un petit salaire en disant, mais nous, on travaille, on fait évoluer le monde, on fait marcher les ventes et le commerce. Il y a effectivement cette porosité entre les définitions où le salarié est parfois juste mais bon, c'est glaçant et il faut se livrer au roman pour aborder ça dans peut-être l'aspect spectaculaire que ça peut avoir. Ouais. C'est pas, il y a effectivement une façon de subir la vie qui est terrible pour beaucoup de ces personnages. Ne pas avoir le choix. Bon, c'est effectivement l'aspect dystopique qui prédomine et qui est très pessimiste. Hein, voilà. Alors on se demande à quel exercice on se livre, parce que le roman est passionnant en même temps. Moi, je dis quelque chose qui ne tient pas debout, là. Des choses trop désespérantes, normalement, elles devraient vous tomber des mains en disant, non, mais demain, j'ai besoin de lire quelque chose d'encourageant, etc. Non, le roman est passionnant. Le roman est passionnant parce qu'on sent que peut-être, à la manière du héros antique, il va le personnage principal, puis les personnages autour de lui, quelques-uns qui sont va réussir au moins à forer le système, à empêcher quelque chose à aller là où on ne l'attend pas, à faire tomber des masques aussi, puisqu'il doit petit à petit révéler quels sont les vrais manipulateurs de ces fortunes ou de ces concours terribles. Par quelle voie d'accès ils ont été élus au premier cercle dans la zone privilégiée. Oui, roman passionnant, vous l'avez dit, et je confirme. Et ben peut-être, je ne sais pas si vous voulez nous en lire peut-être un extrait pour donner une idée un peu justement de ce foisonnement, de cet univers très particulier. Donc, je pouvais effectivement aller dans la construction, essayer de voir que des événements allaient s'entrechoquer. J'en prends un vers la fin du livre, il reste à l'auditeur à jouer à la devinette, à essayer de savoir ce qui se passe. Et puis, il y eut ce matin, au kiosque devant le musée archéologique. Il s'était levé tôt et buvait un café dans la douceur de l'air frais à la terrasse de chez Yagournis. Il n'y avait qu'un seul autre client, un petit homme à la barbe et aux cheveux blancs, trapus, portant un vieux pantalon à la toile épaisse, bleue comme celle des pêcheurs. Il l'entendit dire adieu au patron, et lorsqu'il passa, Zem lui demanda s'il quittait la Grèce. Zem, c'est notre héros. Non, répondit-il, je pars à Delphes. La répartition territoriale avait déjà été décidée. On savait que la région de Delphes, comme toute la Grèce centrale et la Thessalie, avait été vendue à une firme de sous-traitance. Il n'y aurait plus rien là-bas, plus aucune vie. Les populations devaient quitter la zone. Delphes, la surprise de Zen arrêta le vieil homme. Il parla alors dans cette aurore silencieuse avec une voix douce qui n'avait pas d'âge. Ma mère était de Delphes. Quand j'étais petit, je retournais là-bas tous les étés. Je n'aimais pas y aller. C'était trop loin de la mer.
Un jour, mon grand-père a eu l'idée de me faire garder ses chèvres. Vous ne pouvez pas imaginer les heures que j'ai passées entre les temples à suivre mes bêtes, les appeler, rester immobile parmi elles et sentir le vent monter de la vallée. D'année en année, je ne pouvais plus m'en passer. J'ai fait cela jusqu'à mes 18 ans. Et puis mon grand-père est mort. La propriété a été vendue, les chèvres aussi, j'imagine. Mais aujourd'hui, ils ont encore. Oh, pardon, mais aujourd'hui encore, oui, je, 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 je demande à la réalisatrice si on peut la reprendre, mais aujourd'hui encore, et je demande à la réalisatrice, tu penses que c'est bien de faire toutes les liaisons? Elle me dit non, évite quand même. Mais aujourd'hui encore, après toutes ces années, si on me demandait ce que je suis, je répondrais sans hésiter, le gamin qui suivait son troupeau dans la montagne sacrée. C'est puissant là-bas. On sent l'invisible qui nous embrasse. Vous croyez qu'ils peuvent acheter ça ou le détruire? Vous croyez qu'on peut tuer le centre du monde et le cœur des mystères? Les soirs d'été, lorsque le soleil décline doucement, c'est l'immortalité qui vous glisse sur la peau là-bas. Aujourd'hui, je le sais, c'était les plus beaux moments de ma vie. Alors c'est là que je vais. Et tant pis s'il n'y a plus rien. Chacun a le droit de finir où il veut. Peut-être restera-t-il quelque chose pour me saluer. Le vent, au moins, me reconnaîtra. Il ne faut pas oublier Delphes. Ils pensent pouvoir acheter ce qu'ils veulent, tout détruire, tout salir, mais il faut bien qu'un d'entre nous aille là-bas. Sinon, qui va prévenir Delphes de ce qui arrive au monde? C'est un honneur de veiller sur la beauté immobile, un honneur de se laisser traverser par le temps. Rien ne nous appartient. C'est cela, au fond, que je suis, le gardien de ce qui ne nous appartient pas. Et le vieil homme s'était éloigné en le saluant poliment de la main. Il était monté dans sa voiture et avait pris la route. Des années plus tard, il s'en souvenait encore et la question flottait en lui. Qui se souviendra de Delphes? Qui bénira du regard tout ce qui meurt chaque soir et renaît chaque matin? Voilà. Magnifique. Magnifique. C'est Delphes en plus qui est l'endroit où le lieu du mystère, l'endroit où la Pythie rend ses oracles. Et c'est vrai qu'il faut le rappeler, il y a dans le livre une dédicace qui est adressée à celles et à ceux qui n'ont pas oublié Delphes. Donc finalement, c'est un peu la réponse. Oui. Mais on voit bien qu'il y a un chant dans ce livre aussi. On pense Oui. à Homère, on pense évidemment à cette Grèce éternelle. Donc, est-ce que vous avez le sentiment que cette Grèce, qui d'ailleurs a été un lieu central pour le théâtre, pour la déclamation des textes, la profération, c'est ce qui peut nous sauver? Est-ce que... Ah oui, complètement. Alors, dans le chemin de Laurent Godet, puisque vous venez de le dire justement, il y a un chant. Effectivement, écrire un roman est quelque chose d'acrobatique, d'aussi compliqué que ce qu'il a fait, ne lui suffit pas. Il écrit aussi un hommage à ce que tous ces livres ont laissé en nous, ou à ce que depuis toujours, les aèdes, les conteurs ont transporté de leur vision du monde et de ce qui n'adviendra pas finalement. Il raconte un passé qui est parfois mythifié, ou dans lequel justement il joue entre les différents mensonges, ceux produits par les hommes, mais aussi ceux produits par notre imagination. Je travaille actuellement sur l'Odyssée avec son traducteur, avec Emmanuel Lascaux, qui a traduit pour POL, une traduction très vive, très charnelle, très proche de ce qu'était l'écriture, c'est-à-dire tenant compte constamment de l'auditeur, le rappelant son attention, répétant les noms et définitions de chaque déesse, de chaque dieu, avec beaucoup d'insistance. Et puis, laissant une part comme ça assez flagrante de la responsabilité du conteur, dans l'Odyssée même. J'en parle, voilà, c'est effectivement à plusieurs moments, c'est peut-être ça qui est le plus important dans le travail de Laurent Godet, dans Chien 51. Le livre est traversé d'autres romans, d'autres écritures, d'autres utopies aussi, on peut dire, il n'y a pas que les dystopies, d'autres visions précédentes comme ça, d'autres visions futuristes ou pessimistes.
Et c'est l'appartenance à ces champs divers, à ces récits différents qui constituent le livre aussi. Complètement, avec en plus des personnages qui portent eux-mêmes leurs souvenirs, leurs mémoires, puisque Zem, qu'on évoquait tout à l'heure, lui aussi a connu cette Grèce. Ce qui n'est pas le cas de l'autre personnage que nous n'avons pas cité, qui est Salia Malberg, Ouais. qui, elle, alors rappelons-le, Zem est ce chien, ce flic, qui donne son titre au roman. Et Salia Malberg, c'est l'inspectrice qui, elle, vient d'une zone plus privilégiée. Et ils sont quelque part obligés de créer une sorte de duo. Mais alors, ce qui est assez surprenant, c'est que ce mythe, cette dimension de souvenir où la Grèce a une place centrale pour Zem, va faire l'objet d'une transmission. C'est aussi un roman de transmission, ce que propose Laurent Godet avec Chien 51. Ah oui, tout à fait, oui, c'est vrai. Oui. Dans les deux sens, transmettre les grandes choses comme le fait de pouvoir se souvenir des mythes du passé ou des grands génies de l'écriture, mais aussi peut-être jouer des situations 1000 fois vues dans les bons polars, dans des films bien rythmés, bien faits, où effectivement, je pense qu'ils ont une manière entre eux de se renvoyer la balle qui est faite un peu d'une manière de se souvenir du bon vieux temps, c'est-à-dire de ces rivalités dans une équipe qui font une bonne équipe, quoi, où il y a forcément ça accroche et il y a beaucoup de rivalité entre eux, pour ne pas dire de compétition, mais simplement comme ça. Oui, c'est très important ce rapport à deux. Il faut dire aussi que Godet invente des tas de féeries, malgré la noirceur du ciel dans ces parages, voilà, ça nous met face à nous-mêmes. Il suffit d'un rien pour que la couleur du ciel semble changer. Voilà. Alors, il y a une mais ça, on ne peut pas trop le dévoiler. Il y a des permissions, il y a des moments, pas de liesse, mais de carnaval, le Joy Day, où tout est permis. Oui. Je ne sais pas si on peut. Non, sorti du contexte, non, alors que ce serait une espèce de. Oh, là, c'est une fête du dieu Pan, hein, une grande. Ça fait partie aussi des grandes mythologies des récits. On en a ça me fait penser à un passage de Giono comme ça où je crois que c'est la fête de Pan où les villages se perdent dans la beuverie et dans la luxure. C'est permis pendant quelques heures. Et puis, au réveil, on ne se connaît plus. Exactement. C'est une grande fête, on peut le dire quand même, une grande fête sexuelle, une sorte effectivement de grand mouvement. Et après, il y a tout un univers aussi avec l'okios, la drogue, une sorte d'opium du peuple. Hein, je ne sais pas si on peut le qualifier comme ça, mais qui est là. Il y a beaucoup de trouvailles hein, avec l'Eternirox aussi, la possibilité d'avoir des prothèses qui permettent de vivre plus longtemps. Mais là, on n'est pas très très loin d'une forme de réalité. Ce que nous propose parfois le transhumanisme dans ses versions les plus inquiétantes, d'un homme ou d'une femme augmentée à laquelle on agrège des prothèses qui remplaceraient des éléments usagés. On est vraiment dans cette idée-là. De même que tous ces éléments de lieux de plaisir, lieux de drogue et d'oubli sont extrêmement proches, troublants par leur réalité urbaine aujourd'hui, ou les possibilités qui en sont offertes, toutes les libertés possibles dans une zone très confinée. C'est ça. Restreinte. Voilà.
Oui, avec un contexte, il faut le rappeler, d'obsession sécuritaire, de réseaux connectés en permanence. Enfin, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans des espaces de liberté, mais finalement réservés à certains. Et là on est aussi peut-être dans l'évolution que pourraient prendre certaines habitudes que nous avons pu avoir par rapport au développement des réseaux sociaux. Ça ouvre aussi les perspectives finalement sur des enjeux liés à l'intelligence artificielle aujourd'hui, puisque on peut quand même se poser la question de savoir si, au moment où on parle autant de ChatGPT, finalement, ces formes d'intelligence artificielle ne prendront pas une place encore plus marquée. Et c'est un peu le chemin que trace finalement Chien 51. Oui, le sentiment qu'un certain nombre de nos problèmes quotidiens sont résolus par une intelligence supérieure, résolus ou simplifiés par un algorithme, et que la question ne se pose plus. Il y a quelques disparitions comme ça, comme Oui. celle de l'argent au jour le jour n'est pas tellement abordée dans le livre. La difficulté des fins de mois, il y a une misère relative, c'est certain que quelques-uns sont à la rue et vivent avec quelques soutiens et quelques pièces, etc. Mais de ça, il est assez peu question. Là aussi, ça produit le sentiment de quelque chose au-dessus de vous qui résout vos vies, vos problèmes. Et ce sera. Il n'est pas dit clairement que les intermédiaires sont des machines, Oui. mais les décisions qui sont. Alors, la violence qui est opposée aux manifestants, aux foules en colère, et celle vraiment presque d'une robotique. Quoi, aussi, on a affaire à des visions apocalyptiques qui nous sont qui appartenaient à certains noms, à un certain cinéma américain ou des armées Robocop et qui sont extrêmement aujourd'hui extrêmement présentes, enfin Oui. qui rappellent oui les méthodes policières dans les mouvements de manifestation. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il y a des descriptions d'émeutes, de mouvements d'émeutes au moment où la Grèce est à vendre aussi. Et donc, Oui. ce climat-là est assez particulier dans le livre. Mais de manière plus générale, est-ce que vous avez, alors, si on en revient au livre audio, parce que la question se posera à un moment ou à un autre, alors ça n'est pas évoqué dans Chien 51, fort heureusement, mais c'est l'étape peut-être d'après. Est-ce que vous pensez que les fameux livres audio que nous écoutons avec Chien 51, et vous prêtez votre voix magistralement à ce texte, est-ce qu'un jour des intelligences artificielles remplaceront les comédiens, les lecteurs, et est-ce que la poésie sera déclamée par ces intelligences artificielles ou par des robots? J'ai l'impression que ce sera anecdotique. Ce sera, c'est pas là que la grande transformation aura lieu. On a l'impression d'une transformation dans les lieux intermédiaires. Aujourd'hui déjà, où, par exemple, je vais chercher un renseignement, je vais chercher un réparateur de vélo, mais ce n'est pas une liste de réparateurs de vélo qu'on me donne sur Internet, mais une liste des personnes qui pourront le mieux m'orienter pour le faire. Et ces personnes, j'aurais tendance à les appeler un peu des algorithmes, tellement ils sont appuyés sur leur efficacité, leurs statistiques, leurs chiffres, leur connaissance aussi de certaines opérations numériques qui permettent très vite de regrouper une clientèle, comment on appelle ça, un listing, et d'avoir suffisamment de noms pour développer leur entreprise, etc. C'est des choses invisibles, comme ça qui me semble, non pas dans l'entre-deux, mais dans ces modes intermédiaires, qui fait le modèle le plus marquant que j'en ai pour aujourd'hui, c'est le fait de ne plus aller voir un médecin et
d'être soumis à un ensemble de questionnaires, de tests qui petit à petit passeront la main à des algorithmes qui eux-mêmes feront une meilleure consultation avec la puissance de mémoire qu'ils ont, dit-on, que le médecin. Et ça, j'arrive pas à y croire. Alors, quel lien je fais entre ça et la lecture, je ne sais pas. Je dis, on a des expériences tout à fait impressionnantes là qui sont menées à l'IRCAM, entre autres, mais de remplacement de voix authentiques, donc de voix historiques. Par exemple, on peut faire un faux discours du 18 juin ou réécrire le discours de De Gaulle avec des éléments constituant sa voix à l'époque. Et donc, on pourrait, voilà, on a rêvé ces choses-là. On pourrait demain faire des films avec Marlon Brando en jouant sur un nouveau film avec Brando en jouant sur des images constituées par lui. Bon, mais ça me semble, peut-être je me trompe, hein, mais assez anecdotique, suffisant pour nourrir nos peurs, nous mettre attention. Depuis quelques jours, on est particulièrement en alerte là, pour des procédés d'image. Alors. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, alors en tout cas, pour le festival du livre audio qui a lieu actuellement en ligne, nous sommes rassurés, les algorithmes et les intelligences artificielles ne prendront pas la main sur les textes qui sont lus par des comédiennes et des comédiens. Oui. Mais on est en train de se dire que ce qui est étonnant aussi, c'est le choix du lecteur, le lecteur-auditeur, qui lui ne varie pas et ne constitue pas une masse très importante. Parfois, quand même, un marché, comme on dit. Dans d'autres pays, c'est très, très important. Je sais qu'en Angleterre, la voix qui enregistre est un vecteur qui compte énormément dans les théâtres. Il y a beaucoup, beaucoup de textes enregistrés. J'en avais été assez étonné dans les boutiques des théâtres. Chez nous, ça a de l'importance. Alors, j'ai l'impression que ce rapport-là, il faut le citer, d'ailleurs, ça vaut le coup quand même. Il est très démuni, il se contente de peu. C'est comme lorsqu'on dit que l'essentiel, tant pis si c'est un peu poétique, l'essentiel c'est d'avoir le pain, le sel, un peu d'eau et de quoi survivre. Il y a quelque chose comme ça de l'essentiel dans l'enregistrement, et souvent, si je ne m'abuse, ces livres audio n'ont pas d'autres procédés. Je veux dire, il n'est pas nécessaire de rajouter des bandes musicales derrière, il n'est pas prévu de... c'est pas par économie, hein, c'est parce que je crois que les gens qui écoutent ces livres ont besoin... Parfois, je suis irrité hein, quand j'entends trop d'accompagnement, de fond sonore, et en particulier, ça tombe sur la pauvre poésie. Quand on enregistre dans certaines émissions, on dit « Ah ben là, on va vous passer un poème, il faut forcément mettre une espèce de nappe musicale derrière, et c'est terrible. » Les livres audio, puisqu'on parle de cela particulièrement, pour 80% d'entre eux, n'ont pas du tout ces procédés. À moins que je n'en ai pas écouté, non, mais ils n'ont pas du tout ce procédé de musique, d'accompagnement. Eh bien, merci beaucoup, Jacques, pour ces échanges autour de Chien 51 et puis de votre parcours, de la voix, de l'oralité, de l'audio. On a même parlé des algorithmes et des intelligences artificielles. Et je vois Cécile qui apparaît. Qui... En chair et en os. Exactement. Encore. Un grand merci à tous les deux pour cette rencontre passionnante. Et puis, Jacques, c'est toujours un bonheur de vous écouter lire. Et puis, puisque Christophe parlait d'intelligence artificielle, j'en profite pour rappeler que les 15 et 16 mai, nous organiserons à Strasbourg les rencontres francophones du livre audio, la 3e édition, et que l'une des tables rondes portera précisément sur ce sujet. Donc, c'est bien, vous nous avez mis en appétit, je ne sais pas si c'est le mot, voilà, pour aborder cette table ronde et puis effectivement ce sujet qui, je pense, préoccupe aussi beaucoup les comédiens aujourd'hui. En tout cas, un grand merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci, Jacques.